Bonsoir. Bonsoir. Oui, tu parlais tout à l'heure de personnages qui faisaient la lévitation, etc. Et j'aimerais en savoir plus un peu sur ces personnages donc, qui ont des pouvoirs thaumaturgiques, ce qui ne justifie pas forcément que ces personnages-là sont divinisés, tu vois, tel le Christ qui marchait sur l'eau, tu vois. C'est des disciplines qui s'apprennent. Bon, à présent, les gens n'ont plus la patience tellement de s'occuper de ça, mais il y a des endroits où il y avait pas mal de... Il y a eu des monastères au Tibet, par exemple, où ils apprenaient ça, ou au Laos. Moi, j'ai connu un Laotien qui habitait pas loin, qui était dans une région où il y avait pas mal de monastères particuliers, de gens qui faisaient des trucs comme ça, qui marchaient sur l'eau, qui marchaient qui se promenaient sous la pluie et qui n'étaient jamais mouillés, qui marchaient doucement puis qu'on ne pouvait jamais rattraper, enfin bref. C'est des choses qui apparaissent comme étant invraisemblables et puis ça n'a rien de si invraisemblable que ça. Simplement, qui c'est qui veut prendre le temps de se donner à ça? Eh ben, justement, Burensteinas, là, le lien qu'on nous avait envoyé, cet alchimiste là dont on a parlé, là, ouais. Je mettrai le lien. Lui, il expliquait ça, cette histoire de lévitation, par le fait que toutes les particules, et d'ailleurs, là j'ai appris un truc là d'un des auditeurs, c'est que l'ADN, c'est des cristaux liquides. Toutes les particules qui nous composent, quand on fait rentrer la lumière dans notre corps, ce corps s'allège. Tu vois? Oui, bon, bah après ça c'est une manière d'expliquer les choses, je sais pas. Je connais pas. Il n'y a plus la loi de la pesanteur qui fait que on est là cloué au sol, tu vois? Oui, de toute façon, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a pour chaque tour de passe-passe de ce genre, des disciplines précises. Il y avait de nouveau là, dans certaines contrées où ils apprennent à faire marcher le système de réchauffement du corps. La thermorégulation. Oui, la thermorégulation à un point que l'examen consiste à sécher un linge mouillé sur le corps nu dans des régions montagneuses de l'Himalaya où il fait moins 40 ou moins 50 degrés. Ah ouais, d'accord. Et les types y arrivent très bien, quoi. Donc c'est dans le possible. À présent. C'est comme le contrôle du rythme cardiaque, hein. Il y a des gens qui arrivent dans le yoga. Oui, moi je connaissais un gars qui pouvait réguler ça et augmenter, diminuer. Il m'a dit je peux m'arrêter le corps s'il fallait. Ouais. Je peux l'arrêter lui tout seul. Et justement, tiens, je voudrais parler parce que dans le livre que je lis là, Amour mystique, on parle de ce cri là, le kiai. Le kiai, ouais. Le kiai. C'est extraordinaire ce cri. Oui, bon, c'est une puissance. Je connais pas bien. Mon père connaissait, lui, il savait le pratiquer. Ah, carrément. Ouais. Et donc, comment il se fait ce cri? Ça vient du ventre. C'est un cri qui sort directement du ventre. Ça vient pas de. Mais je ne connais pas suffisamment pour donner une explication. Mais alors tu peux faire mourir quelqu'un, tu peux le ressusciter. Tu peux faire un tas de choses, ça dépend jusqu'où tu as atteint, le degré que tu as là-dedans, mais tu réveilles, oui, c'est vrai que ça a une multitude de possibilités. Mais comme je te dis, je ne connais pas bien, c'est intéressant de me dire. Ce que tu lis là, concernant mon mystique, ils en disent assez. Déjà, c'est intéressant, ça. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça agit par le biais, enfin, c'est de la quantique, en fait, hein. C'est de la physique quantique. Quelque part, oui, certainement, oui, c'est un mouvement de ce genre. C'est des champs vibratoires, et puis il y a un côté, un choc, c'est comme une courant électrique. Comme quoi? Comme tu sais, le courant électrique est utilisé pour arrêter le cœur. Ah oui, l'électrochoc.
Non, pas électrochoc. Et le remettre en marche. Et défibrillateurs, je crois, Ah, oui, dans les hôpitaux, là. À un moment donné, c'est pas pour dire que c'est identique. Je veux dire par là, c'est que ça met un choc de cet ordre aussi. Je veux dire que ça tape à un endroit précis. D'après l'intensité du cri, il y a toute une disposition là-dedans. Et puis pour les différents, il y a des endroits où c'était quelque chose de courant. Moi j'ai connu un Laotien, je recommence, qui a vécu dans cette atmosphère. Gamin, lui m'a dit, moi, nous gamins, on jouait avec, et puis on jouait avec ses moines, on leur courait après. Oui, je crois qu'il nous en avait parlé une fois dans un monde. Voilà, pour lui c'était normal. Bon, à présent, il savait pas faire lui ça, mais il savait que ça se faisait, puis simplement il faut s'astreindre à des disciplines. C'est astreignant de nouveau, hein, c'est pas un truc que tu fais de temps en temps le dimanche matin. Il faut se donner, quoi. Oui. C'est comme un sportif de haut niveau. À un moment donné, il est branché. C'est à plein. Oui, 24 heures sur 24, quoi. Oui, c'est un truc à plein temps, ça. Oui, d'accord. Voilà. C'est maîtriser certaines disciplines, être capable de pouvoir s'adonner à telle chose, de contrôler en quelque sorte les mouvements spontanés du corps et de maîtriser l'histoire. Voilà. Justement, pour en revenir à Aleister Crowley, ce personnage odieux, là, lui, il avait une grande maîtrise de toutes ces choses-là. Ah, il connaissait bien tout ça, ouais. Voilà. Et tu vois, il y a des disciplines qui permettent d'être maître en quelque sorte de tous nos organes. Donc, à un moment donné, un bonhomme, il peut faire digérer son estomac, il peut faire marcher son foie, sa rate, ses poumons, son cœur. Il peut faire les choses sans bouger, en étant totalement immobile. Il peut augmenter son acuité visuelle, la diminuer. Je veux dire, il peut faire toute une histoire. Donc, il y a tous ces mouvements spontanés auxquels on ne réfléchit pas. On respire sans réflexion, ça se fait automatique, ça fait partie du neurovégétatif. On digère, on n'est pas en train de faire je sais pas quel cirque, on se laisse digérer, on peut dire, bon, etc. Donc, toutes ces choses-là peuvent être contrôlées par le bonhomme. Ah, ouais. Déjà. Mais comme je dis bien, qui c'est qui va... Oui, il y a quelques personnages, mais il y a plus grand monde. Actuellement, on est préoccupé différemment, parce que ça reste quelque chose de très aléatoire. C'est pas d'un intérêt primordial. Je veux dire, c'est le fait de maîtriser ceci, cela n'est pas une preuve d'une autorité particulière. D'autant plus que des miracles, il y en a toute la journée, tout au long de notre vie, tout le temps. Je veux dire, quand tu vois le soleil se lever, c'est un miracle en soi. Hein. Je veux dire, chaque chose de la création sont des miracles. Oui, mais là, il ne s'agit pas de miracle. Là, on ne parle pas de miracle. Oui, mais les gens, ils voient ça pour ça, en tant que tel. Hein. Oui, bon, peut-être, je sais pas. On ne peut pas comparer le fait que le soleil se lève avec le fait de pouvoir marcher son estomac volontairement. Le fait que Jésus ait marché sur l'eau, le fait qu'il y ait eu Lazare et la résurrection là, de Saint Lazare, les gens, ils voient ça d'un certain œil. Je veux dire, pour eux, quelqu'un qui maîtrise ce genre de choses sont, comment dire, divinisés. Disons, ce que je sais, c'est que concernant le Christ, il faut considérer chaque chose qu'il a pu démontrer comme un symbole qui va bien au-delà des limitations sensibles. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens se méprennent en pensant que c'est vraiment l'émanation de quelque chose de lumineux, alors que ça peut sortir des ténèbres, toutes ces choses-là. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, on peut dire que dans un personnage totalement maléfique et mal intentionné
de bien des choses ou porteur de toute une souillure peut parfaitement maîtriser des disciplines du style de pouvoir faire de la lévitation et des choses comme ça. Ben, à l'époque de la chasse aux sorcières, dès qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire comme ça, on les brûlait sur le bûcher. Oui, alors après, ça peut être totalement inconsidéré. Hein. Ces connaissances-là, c'est-à-dire ces disciplines-là, peuvent être atteintes dans des cas comme par exemple au Tibet, comme je dis, hein. À présent plus, parce que le Tibet était envahi par les Chinois pour en faire des décharges de produits toxiques et des boxons pour les prostituées, pour l'armée chinoise. Donc voilà ce que sont devenus les monastères. C'est aussi un tour de passe-passe assez impressionnant d'ailleurs d'en arriver là. Ouais. Et voilà, disons, à présent, c'en est un peu fini de toutes ces choses-là, en tout cas pour un but, parce qu'ils n'avaient pas un but maléfique, les gens qui pratiquaient tout ça dans le monastère du Tibet. Moi, j'ai connu un vieux bonhomme qui était rentré avec il avait de la famille en Suisse. Et lui, il a passé un peu toute une grande partie de sa vie ou si c'est pas quasiment toute son existence, dans un monastère au Tibet. Et il maîtrisait pas mal de choses. Et moi, quand je l'ai connu, il avait 75 ans. Et c'est un personnage assez intéressant, très tranquille. Et il dormait jamais, il n'avait pas besoin. Il avait un tas de possibilités qui en aimerait souvent bien avoir, mais on ne veut pas les payer le prix qu'il les paye, quoi. C'est toujours la même histoire. Hein. Et il faisait 10 minutes pour dormir chaque jour, s'il en avait pour 10 minutes. Ouais. Et il était en pleine forme, ce bonhomme. Un pouvoir de régénération. Oui, mais ça existe, il y a des adeptes de yoga qui savent faire ça. Mon père le faisait, mon père dormait 10 minutes par nuit pendant je sais pas, 50 ans, ça a duré. 50 ans? Ouais, pendant 50 ans. Moi, d'ailleurs, c'était assez drôle parce que c'est assez particulier d'avoir un père comme ça. Parce que, tu vois, quand tu as 15-16 ans, tu veux sortir un moment avec les copains, tu sors, puis tu veux, alors faut que je rentre à telle heure. Et il n'y a pas moyen que je rentre, qui dorme, et puis je peux rentrer tranquille, peinard, doucement, mais avec 1 heure de retard. C'est impossible. Toi, même sur la pointe des pieds, de toute façon, c'est inutile, voilà. Mais lui, c'était un trait de son caractère d'être comme ça, ou alors c'est suite à toute une discipline. Oui, mais il s'est discipliné d'une manière assez particulière parce que lui, il avait le goût des études et son père il avait son père contre lui. Mon père avait un côté assez génial et son père, je sais pas, avait quelque chose. C'était un été noir. Ouais, il avait quelque chose comme une espèce de jalousie. Tu vois, il a fallu qu'il vive une galère comme ça, quoi. Alors, mon père, à l'âge de 7 ans, il avait déjà lu toutes les œuvres de Platon, etc. Il étudiait à 7 ans. Ouais. Ah, il étudiait les langues, il faisait tout le temps là, puis il devait le faire en cachette. Et à son époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y a rien, donc c'était des bougies, des idées là. Puis il y avait des lampadaires à pétrole encore à ce moment-là. Alors il sortait en catimini, il allait sous ses lampadaires, etc. Et le problème qu'il y avait, c'est qu'à un moment donné, il fallait qu'il aille à l'école la journée. Donc il ne pouvait pas étudier, parce qu'à l'école, tu ne vas pas pour étudier, tu vas pour te bourrer le chou de trucs qui n'ont pas un intérêt vraiment primordial. Donc tu perds beaucoup de temps à aller à l'école, puis son père, mon grand-père, voulait pas qu'il arrête d'aller à l'école, fallait il fallait là, bref. Donc mon père, pour pouvoir étudier, il fallait qu'il étudie la nuit.
Donc, il étudiait toute la nuit, puis il allait à l'école la journée. Tu veux dire que c'est cette contrariété constante qui l'a poussé à dépasser ses limites? Ben, c'est pas la contrariété constante, c'est qu'il a dû faire en sorte, puisque de toute façon son goût pour l'étude était tellement prononcé, qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Et comme il avait son père pour le brimer au sujet de l'école, il ne pouvait pas ne pas aller à l'école parce que son père avait une autorité, quoi. C'était pas un grand galet, c'était un type qui voulait, il le voulait, quoi. Donc il était pris en deux feux, il fallait qu'il y aille, et en même temps, lui, il ne pouvait pas faire autrement que d'étudier. Alors il s'était entraîné en mettant les pieds dans l'eau glacée pour arriver à se tenir réveillé. Il s'était fait des tas de plans pour arriver à ne pas s'endormir. Mais c'est fou, hein. Là tu es en train de me parler d'un génie, là. C'était un génie, ton père? C'était un homme d'une dimension assez exceptionnelle. Un génie, c'est une autre forme d'un génie, et on y reviendra un jour pour savoir qu'est-ce qu'un génie. Peut-être d'ailleurs tout un chacun a un génie. C'est simplement, quand on parle d'un génie actuellement, c'est quelqu'un qui a des capacités apparemment exceptionnelles par rapport au commun des mortels sur un plan ou un autre. Et le génie, c'est le corps subtil de l'homme, c'est le corps psychique, c'est le corps de feu. C'est ça le génie en somme. Alors, pour avoir cette maturité si petit, tu vois, Mais entre autres, il y a des personnages comme ça. Il y a des personnages comme ça qui viennent au monde, ils sont dans une attitude, et puis voilà. Et mon père, c'est un bonhomme qui était comme ça, quoi. Et là, on parle actuellement des enfants indigos. T'as entendu parler de ça, je suppose? Oui, puis depuis, il y a eu d'autres, il y en a encore eu d'autres. Est-ce que tu penses que c'est dans cette lignée? Non, ça n'a rien à voir avec ce genre de dénomination et puis de manière d'aborder les choses. Ouais, c'est un peu New Age, hein, ça aussi. Oui, c'est tout à fait, pas rien qu'un peu, c'est un peu beaucoup. Mais... Ok, bah, écoute, je te remercie. Bah, tu auras peut-être l'occasion un de ces jours de reparler de ton papa, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Merci, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.